Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère, on va se régaler ensemble. En 1825, date de publication de la physiologie du goût, l'avocat et gastronome Jean-Anthelme Brillat-Savarin n'avait sûrement aucune idée du succès que remporterait le 4e aphorisme de son œuvre « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Aujourd'hui, dans mon podcast, intitulé « Passion sans modération », je reçois 4 épicuriens, gourmets et gourmands, que je suis ravie d'avoir à ma table. Bonjour Muriel. Bonjour. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Virginie. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Bonjour Jean. Bonjour Virginie. Alors, le point commun de tous les gens qui sont avec moi attablés dans ce joli studio, c'est la passion, c'est la gourmandise, c'est le partage et c'est la convivialité. J'aimerais aujourd'hui commencer par Muriel Jonker. Donc, tu es restauratrice dans les Yvelines, à Andrézy. Tu as un formidable lieu qui s'appelle la Cucina. Raconte-nous, qu'est-ce que la Cucina ? La cucina, déjà, c'est pane, amore et fantasia. Oui, j'ai pas le même accent. La Cucina est un restaurant italien, une épicerie fine, un salon de thé, un traiteur, un lieu de vie. En vrai, un endroit comme en Italie où de 9h à minuit, les gens peuvent venir boire un café, discuter, faire un petit bout de papote, mais surtout déguster de la cuisine italienne traditionnelle, comme me l'a apprise ma grand-mère, puisque moi je suis donc milanaise et piémontaise, de maman milanaise et de père piémontais, et que j'ai toujours connu la cuisine faite à la main, élevée par ma grand-mère au pied des fourneaux, en faisant les pâtes à la main. Mon envie était surtout de créer un lieu de vie comme en Italie, où on se retrouve. La ville où on s'est installé, à Andrézy, c'est un petit village de bord de Seine. En fait, on a la magnifique Seine qui passe devant nous, et comme un lieu de villégiature, nous permet en fait d'avoir cette douceur de vivre. Ces clients qui sont presque devenus des amis, des nouveaux qui viennent et qui passent une tête parce qu'ils voient de la lumière et qui finalement restent parce qu'ils nous racontent leur vie, ils ont envie de visiter quelque chose, ils parlent. Et puis surtout, on fait une cuisine que l'on trouve assez peu aujourd'hui. Une cuisine où on déguste des spécialités comme des panzerotti, qui sont des spécialités du sud de l'Italie, bien sûr des cannoli. Tous les mots en I, tous les mots en A. Les mots en I, les mots en A, mais surtout beaucoup de viande, des légumes, ce qu'on connaît assez peu de la cuisine italienne, des choses traditionnelles, finalement, même en fromage et charcuterie, parce que tout vient d'Italie, sauf les fruits et légumes avec qui on essaye de travailler en local. Et on essaye surtout de faire découvrir, finalement, chaque semaine, avec une ardoise différente, des différentes spécialités régionales, des différentes spécialités, tout simplement, que les gens ne peuvent pas connaître en France, puisque c'est une culture très proche, mais finalement assez différente aussi. Comme en France, chaque région a sa spécialité. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir finalement partager cette culture, cette découverte de gastronomie, mais surtout de vin aussi, parce que les vins italiens sont incroyables. Ils ont une typicité comme en France, très différente, avec des goûts qui se comparent peu. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très intéressant. Et l'idée, c'est de faire à chaque mets son vin. Merci. Alors, je crois que la passerelle est très vite trouvée. Pour toi, Franck, bonjour. Alors, Franck, tu es un metteur en scène pas comme les autres, un passionné pas comme les autres. Tu as créé un concept qui mêle théâtre et dégustation de vin. Est-ce que tu peux nous en parler ? Symposie joue du théâtre hors les murs.
donc nous nous déplaçons partout. Et pour pouvoir parfaire le plaisir, on propose de commencer la soirée par une dégustation, prendre le temps de se décontracter. C'est une initiation à la dégustation sensorielle. Ça permet de pouvoir poser ses bagages, de pouvoir se rassembler individuellement. Et une fois qu'on a le verre à la main, d'être spectateur en première loge d'un spectacle qui se joue devant nous en théâtre immersif. Le spectacle s'appelle Antociane, la pièce de théâtre qui fait aimer le vin. Et le plaisir continue tout au long de la soirée, puisqu'à l'issue du spectacle, on propose de rester tous ensemble et de partager un moment de vie avec le vin et l'aimer qui vont avec. Comment s'appelle l'un des personnages ? Les Malbec. Pourquoi Malbec ? Pourquoi Malbec ? Parce que peut-être que vous l'entendez, je suis du Sud, j'ai été élevé... Pas tant que ça. J'ai été élevé avec les vins du Sud, d'abord avec le Grenache. Et puis le Malbec est devenu un de mes cépages favoris. J'anime des clubs de dégustation depuis plus de 20 ans. Et j'ai vraiment envie de faire partager mon plaisir que j'ai pour ce cépage, qui est un cépage viril et qui peut être vraiment vinifié de façon très, très sympa. Et c'est tout le contraste qu'il peut y avoir entre toutes les appellations qui font du Malbec, puisque la France n'est pas le seul porteur de ce cépage. Et j'ai trouvé dans le Malbec énormément de richesse et de sensibilité. Et donc, mon personnage le plus sensible de la pièce s'appelle Malbec de façon évidente. Alors, cette pièce mêle assez incroyablement la culture, la gastronomie, l'émotion et la sensibilité, tu viens de le dire. Dans ta communication, tu parles de shoot émotionnel que les spectateurs vont retrouver. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ces soirées qui fait qu'on a un shoot émotionnel assez dingue, atypique et très addictif ? Alors j'ai repris le mot de personnes qui ont vécu l'expérience sur ce shoot émotionnel, puisque quand je demande de le qualifier, ce qui se passait, il dit on n'a jamais vécu ça avant. On n'a jamais vécu le plaisir de pouvoir se poser, de prendre le temps de déguster, de ressentir de nouvelles choses en soi avant de boire, et pas une fois qu'on a bu, parce qu'on a tous ressenti des choses après. Mais l'intérêt, c'était vraiment aussi de porter de sentir des choses qui se passent avant. Et puis, est-ce que, quand on va au théâtre, on y va pour le spectacle vivant. On y va parce qu'on a envie de vivre des émotions fortes. Nous, ce qu'on propose, c'est des émotions d'une façon différente, puisqu'on est témoin du spectacle en étant dans l'appartement de Malbec. Et donc on est vraiment spectateur, on tend le bras, on touche les comédiens passent devant nous, on les sent respirer, on les entend vibrer, et donc les émotions sont communicatives. Et voilà, c'est ça qu'on propose, tout simplement ce partage de vie et cette intensité. Alors Franck, nous enregistrons le 6 décembre. Oui. Je suis ravie ce soir de venir voir le spectacle. Oui. Ce soir, nous jouons à 19h45. Alors, c'est pas en direct. Au restaurant, c'est pas grave. Ce sera diffusé le 15 décembre, donc il y aura un petit décalage. Mais c'est le restaurant Les Ambassades. Voilà, d'ici là, il y aura une communication de fait sur ce partage-là. Et j'espère que ça donnera aux gens envie d'aller voir les prochaines. Les prochaines qui se jouent. Alors, nous faisons très peu de représentations publiques. Je ne suis pas un spécialiste de la billetterie. Nous jouons chez le particulier sur commande avec des chefs à domicile. On en reparlera certainement un petit peu plus tard et avec grand plaisir. Et nous jouons pour les professionnels. Et pour pouvoir réussir à faire connaître mon spectacle, pour présenter le spectacle, puisque c'est quand même assez novateur, avant d'engager des comités de direction, avant d'engager des équipes entières dans cette histoire émotionnelle collective, les prescripteurs ont besoin de venir voir, donc je fais des représentations ouvertes au public et j'invite mes futurs prescripteurs à venir voir. Merci Franck, donc j'ai vraiment hâte d'être là ce soir. Moi aussi. Jean-Charles, tu es directeur des rédactions du pôle restauration du journal gratuit The Pro. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la ligne éditoriale de The Pro ?
Oui, tout à fait. Alors, nous aussi, dans nos colonnes, nous parlons de cuisine et de vin. The Pro, c'est un journal B2B, c'est-à-dire pour les professionnels du secteur de la restauration hors domicile et du food service, et alors qui se décompose en fait en plusieurs titres. En fait, c'est la marque The Pro, mais avec le titre The Pro Resto, qui est le titre transversal, qui s'adresse à tous les univers de la restauration hors domicile, depuis la restauration rapide jusqu'à la gastronomie, en passant par les cantines scolaires, les restaurants d'entreprise, la distribution automatique, la restauration à domicile. Et puis, nous avons des titres verticaux qui sont dédiés à des univers plus spécifiques, comme The Pro Snack pour l'univers de la restauration rapide, The Pro Collective pour la restauration collective, c'est-à-dire aussi bien autogérée que de la restauration en concession. Qu'est-ce que ça veut dire la restauration en concession ? Quelle différence tu fais entre autogérée et concession ? Alors, la restauration autogérée, ce sont les collectivités qui restaurent elles-mêmes soit leurs convives ou leurs salariés. Donc, qui cuisinent, absolument. Qui ont du personnel, en fait, dont le métier est d'être cuisinier. Alors que la restauration sous concession, eh bien, on va faire appel à des grandes sociétés. Centrales d'achat. Ce qu'on appelle des sociétés de restauration collective, dont les plus grands sont Elior, Sodexo, Compass, qui vont être des sous-traitants en fait de ces collectivités. Et puis nous avons également 2 autres titres, un qui est dédié à l'univers des distributeurs food service, c'est-à-dire toutes les sociétés, tous les prestataires qui vont livrer, qui vont distribuer, les grossistes distributeurs, qui vont acheminer toutes les marchandises, les produits, les boissons dans les établissements, ou qui vont avoir des entrepôts, des magasins dans lesquels vont venir les professionnels se fournir, comme Métro, Promocash. Et puis, nous avons un 5e titre, voilà, un petit dernier qui a été lancé durant le récent salon Équipe Hôtel et qui s'appelle The Pro Bar et Comptoir et qui est dédié à tout l'univers des bars et des boissons, à tout l'écosystème, des liquides. Et qui se développe beaucoup. L'univers du bar, de la mixologie est en pleine transformation, déjà depuis quelques temps. Et voilà, donc nous sommes sur ce segment. Voilà, donc on a 5 titres, avec des périodicités différentes. Ce sont des journaux d'actualité, des journaux concentrateurs d'informations, c'est-à-dire que The Pro a vocation à écrire, à faire des articles, à produire des articles assez courts, assez rapides à lire, parce que avec beaucoup de diversité dans ces univers, parce que les professionnels ont envie de s'informer, mais hélas, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, on essaye de les satisfaire avec des articles courts qui vont à l'essentiel. Ce sont des journaux outils de travail. Voilà, notre vocation, c'est d'aider les professionnels dans leur quotidien, finalement, sur les nouvelles tendances, sur les nouveaux produits, les nouveaux équipements, les gens qui bougent dans la profession, les stratégies. S'ouvrir un petit peu au monde et à cette sphère. Exactement, voilà. Et puis, donc, The Pro, des journaux aussi de visibilité, parce qu'il est important aussi de faire savoir ce que l'on fait. Notamment en cette période où tout le monde a un peu de mal à recruter. Ça peut être un vecteur intéressant de montrer ce que l'on fait dans son établissement, comment ça se passe, quelles sont les conditions de travail, et peut-être d'attirer de nouveaux talents. De donner envie. Et du coup, Jean-Charles, parce que moi j'adore être une petite souris et tous mes auditeurs adorent connaître les coulisses, comment ça se passe un bouclage de The Pro ? Un bouclage. Alors un bouclage, c'est effectivement le mot fréquent dans la presse. Tu m'en parles souvent, donc c'est pour ça que je voulais savoir. Concrètement. Avec nos 5 titres, l'année prochaine, nous aurons 27 éditions, donc 27 bouclages à assurer tout au long de l'année. Alors le bouclage, c'est plusieurs jours en fait, mais c'est surtout un jour, c'est le jour où on met le point final, où tout est impeccable et que l'on envoie chez l'imprimeur en fait.
Et ça, c'est un moment de tension. C'est un peu comme le lever de rideau d'une pièce de théâtre. C'est un peu comme l'accueil du client dans un restaurant. Le coup de feu en cuisine. Ou même le coup de feu. Voilà, absolument. Et donc, c'est vrai qu'il faut être sur le pont, il faut avoir l'œil partout. Voilà. Et puis après, le produit ne nous appartient plus. Il est chez les lecteurs, en fait. Voilà. Donc, mais c'est passionnant. C'est beaucoup d'adrénaline et de passion. Mais c'est effectivement un moment où il faut être bien présent. Voilà. Et tu le fais depuis combien de temps ? Je suis journaliste dans la presse professionnelle depuis plus de 30 ans et dans l'univers de la restauration depuis 25 ans. Et dans le groupe Gratuit Pro dans lequel je travaille aujourd'hui, j'y suis depuis 14 ans. Et ça a été la naissance donc, de The Pro Resto, et puis en 2008. Et puis nous avons acquis un titre en 2013 que nous avons transformé à notre modèle, donc, qui était dédié à l'univers du snacking. Et puis après, nous avons créé d'autres titres que je vous ai cités tout à l'heure. Merci Jean-Charles. Oui, il y a une question. Mais oui, je t'en prie, vous pouvez interagir. Est-ce que vous êtes présent sur tous les bouclages ? Alors, je suis directeur des rédactions, c'est-à-dire que j'ai également des collaboratrices qui sont rédactrices en chef pour l'une du The Pro Collective et l'autre du The Pro Snack. Voilà. Et puis, moi, je suis donc également rédacteur en chef des 3 autres titres. Alors, je suis tous les bouclages, effectivement. Il y a des jours où je dois être absent pour différentes raisons, mais en général, je suis présent. Voilà. C'est sport. Oui, c'est sport. Ouais. Pour différentes raisons où tu es absent, souvent, c'est que tu es sur des salons ou dans des dégustations pour des événements publics. Oui, des jurys, voilà, parce que le métier de rédacteur en chef et de directeur de rédaction amène aussi à des représentations dans différentes... De relations publiques. De relations publiques, exactement. On sait ce que c'est. Voilà. La semaine prochaine, il y a un bouclage et le matin, je fais partie d'un jury. Voilà. Quel jury ? Tu peux le dire ou pas ? Oui, tout à fait. C'est le jury des CIRA Innovation Awards, voilà, pour la partie produit. Voilà. Ok, très bien. Qui se tient à Ferrandi. On reviendra pour les awards après. Je voudrais vous présenter du coup la 4e personnalité autour de cette table, et pas des moindres, et pas des plus sages. Donc Jean, bienvenue. Alors Jean, je te connais parce que d'une, tu es fou sur les réseaux, parce que tu mêles gastronomie et métal. Ta passion pour cette musique, que tu assumes ta fantaisie jusqu'au bout, et je trouve que ça c'est très chouette. Et en plus, tu as participé à l'aventure télévisuelle MasterChef. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, totalement. Alors, c'était une aventure de dingue. C'est vrai que moi, je me suis retrouvé via les réseaux sociaux, puisque je suis présent sur Instagram. Tu es très présent sur Instagram. Voilà. Puis un jour, j'avais été contacté, bonjour, je cherche des candidats pour une émission de télévision. Je me dis, tiens, encore une arnaque. Bon. Puis il insiste. Et puis au final, je lui ai répondu, on a échangé, il m'a envoyé un dossier. Puis je me suis dit, bon, pour une émission de télévision, je savais pas ce que c'était. Je me suis dit, de toute façon, par rapport à ce que je propose, on verra. Oui. Alors, faut savoir que je suis atteint d'un syndrome depuis longtemps qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Voilà. Donc je me suis dit, ça plaît. Bon. Et au fur et à mesure, je me suis retrouvé donc, à l'école Cordon Bleu. On m'a appelé pour faire des tests comme ça. Donc on était nombreux. Puis j'ai avancé. Et puis un jour, on m'a appelé en me disant félicitations, tu vas faire MasterChef. Ah oui, bon. Super. Ouais, mais vous êtes sûr ? Donc là, ça a été une aventure incroyable. Donc édition 2022. Édition 2022, voilà, qui s'est terminée, qui a été diffusée fin août et donc qui s'est terminée mi-septembre. Voilà, c'était assez court. Cette émission, c'est extraordinaire parce que déjà me retrouver auprès de Thierry Marx, me retrouver auprès de Georgiana Viou, Yves Cambord, de rencontrer Frédéric Anton, c'est assez incroyable. C'était assez incroyable. Alors, c'est vrai que... Et alors, ils sont comment ? Alors, on a dit sans langue de bois. Hein. Ah, sans langue de bois. Sans langue de bois. Très très sympa, très sympa. Et moi j'ai une pensée toujours assez émue pour Thierry Marx. Thierry Marx, en fait, c'est une personne vraiment que j'adore. La rencontre que j'ai eue, j'ai adoré. Et en fait, en quelques phrases, je dirais presque qu'il a changé la conception. Enfin, il a presque soigné mon syndrome d'imposteur.
C'est-à-dire qu'au moment où j'ai été éliminé de MasterChef, voilà, il y a forcément la déception. Il est venu me voir et il me disait t'as vraiment ta place en cuisine. Bon, bah rien que ça, c'est bon. J'ai gagné. C'était assez extraordinaire. C'était une expérience folle. Alors plateau télé, caméra, micro, tout ça. Je suis resté moi-même et j'ai voulu surtout défendre la région qui est plus que chère à mon cœur et d'où je viens, ce sont les Hauts-de-France, sur lesquels je suis un fervent partisan amoureux des produits des Hauts-de-France, des artisans des Hauts-de-France. Voilà, tous les produits que je tâche justement de mettre en valeur dans ma cuisine. Alors justement, moi il s'avère que j'ai une partie de ma famille qui vient du Nord. Quelle est pour toi la recette du Nord incontournable que tu aimerais transmettre? Moi j'aime beaucoup la transmission, j'aime bien se dire que voilà, on est porteur d'un terroir, on est porteur d'un savoir-faire issu d'un terroir. Donc s'il y a une recette qui illustre ta région du Nord. Ok, ouais, alors il y en a plusieurs, mais s'il fallait en choisir une... Il faut en choisir une. Mais choisir, c'est renoncer, c'est compliqué. C'est ça. C'est compliqué. Non, la carbonate flamande. Mais la bonne, vraie, bien faite explique-nous. Alors, bon, avec évidemment, la carbonate flamande, de toute manière, tous les plats des Hauts-de-France sont avec les frites. Ah oui, moi je pensais que j'étais sur la bière, parce que c'est aussi la bière. Oui, la bière, avec donc les frites au gras de bœuf. Évidemment. Une bonne bière et donc carbonate flamande. En plus, c'est un plat hyper simple, convivial. On pose la marmite au milieu de la table. C'est oignon revenu avec alors moi je la fais à la joue de bœuf et je la fais mijoter pendant 3 heures, 4 heures. La viande, elle fond, c'est extraordinaire. Dedans, il y a de la bière, du pain d'épices. Donc tu mets le pain d'épices avec de la moutarde ou pas? Absolument. En fait, on fait revenir la viande, on verse de la bière, une bière qui a du corps, on évite de mettre de la Kronenbourg ou un truc qui ressemble à rien. C'est pas de la bière, ça. C'est de l'eau aromatisée au blanc. Voilà, les machines pour faire les sodas, ils devraient s'y mettre parce que c'est à peu près le même goût. Et donc voilà, une bonne bière qui a du corps. Je sais pas si on peut citer de marque, mais on va dire faites tourner les frères trappistes, par exemple. C'est plutôt pas mal. Ouais. Et puis une fois que ça mijote bien, voilà, dedans on rajoute du pain d'épices, de la moutarde, du spéculoos. Ah, du spéculoos. Ouais, du spéculoos. Ah ouais, donc le pain d'épices spéculoos, on est bien. Ouais, mais justement, il faut savoir le doser parce que sinon, en fait, ça réduit. Spéculoos. Spéculoos. Et après, c'est parti pendant longtemps. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est le bourguignon du Nord, quoi. Voilà, c'est le bourguignon. Moi, j'aime bien rajouter des bouts de lard aussi. Mais alors, le pain d'épices et le spéculoos, ça se défait complètement. Ça fond dans la sauce. C'est le but, en fait, ça fond dans la sauce. Et donc, ça permet de donner du corps à la sauce. Okay. Donc, la sauce, elle devient bien onctueuse. Ouais. Grâce à ça, même si on a un peu singé les morceaux de viande pour donner du corps. Singer, c'est mettre de la farine. Il faut dire, parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu amateurs, néophytes, qui vont écouter. Oui, donc, non, c'est pas... Singer, c'est... Voilà. Incroyable. Écoute, tu m'as redonné envie de regoûter la carbonate flamande. Je pense que mon expérience date d'il y a trop longtemps et ça ne devait pas être très bonne. Eh ben, il faut venir. Il faut venir dans le Nord. Voilà, alors, si elle ne peut pas venir dans le Nord, moi, je t'en fais une. Ah non, mais... Et je te fais un petit tupperware. Alors on y va toutes les deux. Ah on y va, moi c'est prévu, moi j'y vais au mois de février. Voilà, rendez-vous est pris, sans problème. Alors justement, Muriel, on bascule, donc on revient un petit peu plus dans le sud. Quel est pour toi le plat italien que tu adores? Il faut en citer qu'un. Choisir, c'est renoncer. C'est pas sympa. Le plat... alors la carbonate flamande. Le plat italien que tu adores, alors pas que tu adores manger, mais que tu adores proposer à ta clientèle. Alors je vais vous faire, en fait j'adore proposer à ma clientèle un plat qui est un plat traditionnel assez peu connu et surtout assez peu mangé en France. C'est un plat qui allie 2 choses. C'est polenta e porchetta. Donc la polenta, c'est un plat du Nord fait avec de la semoule de maïs qui est tourné pendant des heures dans des chaudrons. Et la porchetta est un cochon en fait que l'on roule dans des herbes et que l'on fait cuire façon méchoui pendant des heures, dont la chair presque fond en fait. Pourquoi ce plat-là? Tout simplement traditionnel du Piémont du Nord. Le 15 août, chez nous, les gros chaudrons s'installent sur la place du village. On tourne cette polenta pendant des heures et on la mange de 3 façons différentes. La polenta rend comme une purée, en fait. Mais quand on la mange chaude, elle est purée. Quand on la fait refroidir, qu'on la coupe et qu'on la fait griller ou qu'on la met au four, elle est solide comme des frites. Et les frites de polenta. Des palais, moi je fais parfois des palais de polenta. Chez nous, en fait, on la fait en chaudron et on la sert et on la mange d'abord avec un peu de lait.
ensuite avec du gorgonzola et enfin avec la porchetta et une sauce en général qui va avec une sauce tomate qui est là aussi mijotée pendant des heures dans des chaudrons. Pour moi, c'est l'essence même d'une Italie du Nord qui est très peu connue, que je propose aujourd'hui à mes clients, qui aiment bien d'ailleurs. Mais j'en ai jamais mangé. Il faut venir un peu plus l'hiver chez moi et prendre autre chose que des panzerotti à la truffe. Oui, mais c'était panzerotti, c'était panzerotti. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un plat. Alors aujourd'hui, ça commence à se découvrir un peu, mais on a un peu l'impression que la polenta, c'est une purée un peu revisitée, un peu dure, pas terrible, etc. Alors que c'est vraiment qu'on s'est cuisiné avec amour. Ça, c'est très enfin, c'est pas compliqué, mais il faut la touiller pendant 30 minutes. Donc, il faut avoir un petit peu dans le gilet, quoi. Après, c'est ça qui est très sympa. C'est vraiment ce partage. Pour moi, c'est un plat de partage, un plat de fête. J'ai eu quelques succès après de mes clients qui me la réclament maintenant. Je la fais beaucoup pour le 31 en menu de fête, en polenta à la truffe avec du polpettone ou de la porchetta. Et franchement, jusqu'à maintenant, ça donne envie. Alors, il faut préciser quand même que là, on enregistre, il est 11h. Et qu'on a beau avoir un très beau panettone, le salé, moi, ça me tend très bien aussi quand même. Franck, alors justement, symposie, qu'est-ce que ça veut dire symposie ? Ça vient d'où ce mot-là ? Moi, je le sais, mais il faut que tu l'expliques. Symposie, au départ, c'est une réunion de lettrés, de philosophes qui partageaient des bons moments de philosophie à la fin d'un repas. Souvent, on parle de symposium, en tout cas dans le langage courant. Et ce que j'aime dans le symposium, c'est que, étymologiquement parlant, c'est boire ensemble. Et en fait, ça nous parle à tous. Voilà, et on célébrait les retours ou le départ d'un ami, on célébrait la victoire d'un athlète ou on célébrait les premières d'une comédie tragique. Et donc, il y a du lien dans tous ces mots. Et aujourd'hui, symposie, c'est la rencontre de trois arts majeurs. C'est l'art des lettres et des mots à travers le théâtre. C'est l'art de la dégustation. Et c'est l'art de la gastronomie. Merci de nous régaler de tous vos savoir-faire. Alors, j'ai lu aussi, parce que j'ai un peu travaillé, que ça pouvait être issu du banquet de Platon. Et j'ai été chercher la définition qui disait que donc, le banquet de Platon, c'est un dialogue philosophique, une série de discours qui portent sur la nature et les qualités de l'amour. En quoi on peut dire que d'être à table, c'est de témoigner de l'amour aux autres ? Alors, c'est très j'avais pas du tout prévu cette question. J'ai l'impression d'être en cours de philo. Merci beaucoup. Si on parle d'être à table pour l'amour, je pense que je suis peut-être pas forcément la meilleure personne pour en parler, puisque nous avons ici des spécialistes. Mais si on parle de l'amour, d'être ensemble, et qui amène jusqu'au plaisir d'être à table, parce que c'est se dérouler, je trouve que boire du vin et déguster du vin ensemble, c'est l'amour du partage. C'est complètement différent. Oui. Regarder une pièce de théâtre ou un super film au cinéma ou à la maison, c'est complètement différent. Et vivre une expérience de théâtre ensemble, collectif, la dimension collective. Pourquoi ? Parce qu'il se passe des choses émotionnelles que l'on partage et on s'aide les uns les autres à accéder à un niveau de sensibilité. Et donc j'en arrive et pourquoi ça se termine à table ? Parce que quand on va au spectacle, quel que soit le spectacle, une fois que la lumière revient, on en parle. On s'en va. Et puis, on arrête. Et donc, du coup, on reprend, on sort dans la rue, on se fait bousculer, et c'est fini. La magie est terminée. Sauf si on va au restaurant après. Sauf... qu'on débriefe. Alors, on prolonge l'émotion. On prolonge l'émotion. Mais on est peut-être... Voilà. Et moi, ce que je propose, c'est peut-être pas d'en parler, c'est juste de vivre cet instant et de le faire durer le plus longtemps possible. Parce que la magie, elle est là. Et donc, tout doit servir ce plaisir. Le choix du vin, le choix d'aimer, le choix du lieu, le choix de la table, puisque on vient seul ou accompagné. Et puis après, je fais des tables partagées. Et donc, chacun se met avec qui il veut, il ne s'est pas placé. D'accord. Et donc,
Souvent, on me dit j'ai eu de la chance, j'étais bien placé, mais tout le monde me dit ça, donc Merci, Franck. du coup, Le groupe était bien. voilà. Mais en fait, les gens qui font l'effort d'aller vers ça, parce que c'est un effort encore aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure avec les dégâts du confinement. Aujourd'hui, il faut faire un effort et retrouver le goût de cet effort pour pouvoir aller juste passer un bon moment. Alors, écouter ou parler, partager. Voilà. Et c'est ça l'amour. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Oui, Jean. Par rapport au fait justement d'échanger avec des personnes qu'on ne connaît pas finalement à table. Et le partage, moi, ça me rappelle les estaminets de chez moi. C'est-à-dire que les tables, elles sont collées quasiment. Et en fait, je dirais plus de la moitié du temps, on finit par discuter avec le voisin. Chez moi, c'est comme ça. Voilà. Oui, c'était compliqué pendant le Covid, du coup. J'ai dû enlever une table sur deux. C'est ça, la table sur deux, c'était compliqué. Mais c'est pour ça que moi j'aime, ça m'arrive très souvent d'aller manger au restaurant toute seule, d'une parce que je travaille et que j'aime bien mélanger les deux, et souvent c'est l'occasion aussi de discuter avec d'autres gens qui peuvent être seuls. Jean-Charles, je te disais, quand je suis allée au bistrot Flaubert, il y avait 4 tables, 4 personnes seules, et finalement on travaillait avec notre verre de vin, notre repas, et on s'est retrouvés finalement à la fin à discuter, qu'est-ce que vous faites, et voilà, et ça crée quelque chose qui est assez formidable en fait, et très instinctif. Oui. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien, c'est pour ça qu'on ne s'en prive pas. Et cette connexion est vraiment très importante. Exactement. Jean-Charles, j'ai une question. Pardon, après Muriel, je te laisse parler. Jean-Charles, donc toi, tu as... pardon, j'ai été brutale ? Non, je n'ai pas été brutale. Jean-Charles, donc toi, c'est vrai que tu fréquentes beaucoup de restaurateurs, des grands, des étoilés, etc. J'ai une question. Alors, sans froisser les gens que tu as rencontrés, quel est le restaurant qui t'a le plus surpris dans ta gourmandise? Là, je ne parle pas forcément en termes de délices, parce qu'on sait que, voilà, clairement, dans les assiettes, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait de l'âme. Et on en a déjà discuté. Il y a parfois tellement de technicité qu'on retrouve peu la vibration sensorielle dans l'assiette. Là, voilà, quelle est l'assiette qui t'a le plus surpris ou qui a le plus comblé ta curiosité? Alors, là aussi, c'est une question difficile. Comme disait Jean tout à l'heure, choisir, c'est renoncer. Et comme tu le disais, j'ai fait quelques tables de différentes catégories, si je puis dire. Parce que quand on parle du meilleur restaurant du monde, ça peut aussi être le bistrot dans lequel on est allé manger un plat très simple, en bonne compagnie. On parlait à l'instant de convivialité. Parce que c'est ça, la table, en fait. C'est là où c'est un lieu de partage, c'est un lieu d'amour, un lieu d'amitié, un lieu de paix. C'est autour des tables que signent les traités ou les contrats. Bien sûr. Sur les nappes, d'ailleurs, en général. Sur les nappes. Et donc, le meilleur restaurant, ça peut être un bon moment passé en bonne compagnie avec un bon plat. À l'instant T, sur le moment. Voilà. Après, pour répondre à ta question, je dois dire que moi, j'ai un faible, un coup de cœur, un grand coup de cœur même pour Guy Savoy, pour y être allé plusieurs fois. Voilà, exactement. Et notamment pour sa soupe d'artichaut truffe noire, et accompagnée de brioche feuilletée à la truffe aux champignons. Et donc là, c'est très généreux, en plus. Tu étais à la soirée de la liste ? Non. Ben non. J'étais à une autre soirée. D'accord, alors on ne peut pas tout faire. Voilà, j'étais à la soirée Parce qu'il a encore été élu meilleur restaurant du monde ? Absolument, absolument, en compagnie d'autres restaurateurs, mais voilà, il reste dans le top, et moi je pense que c'est justifié, mais après, bon, voilà, mais voilà, voilà, c'est un grand moment, c'est à la fois dans l'assiette, c'est dans l'ambiance, c'est dans cette générosité, dans le cadre, et je dois dire que c'est un grand moment. Mais après, voilà, j'ai plein d'autres tables et chefs pour lesquels j'ai beaucoup d'affection et j'adore leur cuisine, quoi. Voilà. Alors toi qui n'est pas chef, mais qui est quand même très implanté dans le milieu de la restauration, est-ce que tu peux nous dire la genèse de la cérémonie des The Pro Awards ? Alors, les The Pro Awards, c'est en fait les The Awards de la restauration, c'est-à-dire que nous récompensons à travers cette opération depuis 4 ans et les restaurateurs entrepreneurs
qui font avancer le métier, qui ont des initiatives qui peuvent avoir valeur d'exemple et qui font vraiment avancer la profession. Et donc, nous les récompensons dans 7 catégories, que ce soit la carte innovante, le décor, les initiatives digitales, etc. Et donc, nous avons un appel à candidature qui se tient en début d'année, à partir du mois de février généralement, jusqu'au printemps. Et puis, au mois de juin, nous tenons un jury, voilà, qui est présidé par un restaurateur, un entrepreneur, voilà. Nous avions, lors de la première édition, comme président de jury, Norbert Tarrer. Pour la deuxième édition, Christian Etchebest. Dominique Loiseau, c'est la et troisième. Dominique Loiseau, la troisième édition. Tu suis très très bien. Mais j'y étais. Voilà, tu y étais. Aux 4. Et puis donc Stéphane Manigold pour la 4e. Voilà. Pour la 5e, nous n'avons pas encore choisi encore le président, mais ça va venir bientôt. Et puis donc ça donne lieu tout ça à une cérémonie donc de remise des prix qui se tient au mois de septembre en présence de l'ensemble de la profession, de l'écosystème. Nous avons aussi bien des restaurateurs que des fournisseurs, des distributeurs, des consultants, des enseignants. Et nous récompensons sur scène donc, ces entrepreneurs de la restauration. Et ils sont très contents, ils sont très, très touchés, que ce soit dans le domaine de la restauration collective. Cette année, on avait un lauréat qui ne pouvait pas venir, qui nous a fait une petite vidéo depuis son établissement, et puis qui parle de son prix sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, on est très, très honorés. Et voilà, c'est quelque chose qui représente beaucoup pour eux. Mais surtout, moi qui ai assisté aux 4 cérémonies, à chaque fois, on sent qu'il y a énormément de bienveillance. Il y a de l'excellence, du savoir-faire, mais on sent qu'on fait vraiment partie d'une seule et même famille. Oui. Avec des gens qui ont des parcours complètement différenciés, certains qui sont plus hauts que d'autres plus bas, mais moi j'adore y aller à chaque fois parce que c'est rempli de générosité, de convivialité, on mange très bien et c'est vrai que c'est l'occasion de rencontrer toujours des nouvelles personnes. Oui, c'est un lieu de rencontre, de réseautage, de convivialité effectivement. Où tous les univers sont amenés à se côtoyer en terrain neutre, voilà, et sans jugement. Sans jugement, oui, parce que c'est effectivement différentes familles du métier, mais une grande famille en fait. Tu vois, pour l'anecdote, l'année de Dominique Loiseau. Bon, Dominique Loiseau, voilà, c'est quand même... et en fait, on s'était parlé, elle m'avait dit, mais finalement, Virginie, on fait la même chose. On donne du bonheur aux gens. Oui. À des échelles différentes. Et j'avais trouvé ça, là aussi, des petites phrases comme ça, genre, tu me le confirmeras, mais par des grands qui semblent sortir des vérités qu'on a peut-être en nous, mais dont on a toujours besoin d'entendre rabâcher, parce qu'on a aussi ce fameux syndrome de l'imposteur, et je trouve ça juste joli. Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que finalement, à un moment donné, ce syndrome de l'imposteur ne touche pas un petit peu tous ceux qui bossent en cuisine, qui se disent on fait des choses, entre guillemets, bassement matérialistes, et de réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le développement et autres, ça reste toujours une grande surprise. C'est du boulot, mais ça reste une grande surprise toujours. C'est une vraie réflexion. Il y a un grand bonheur, et on voit pendant le confinement, on a été privés de toute cette cuisine, de toutes ces sorties au restaurant. Et on a vu à quel point ça avait un impact finalement sur nos vies, et ça faisait partie de l'essentiel. On était sur l'essentiel ou le non essentiel. Ouais. On a été déclassé à ce moment-là, mais c'est quand même hyper important. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. À la sortie, cet élan de générosité de tous les gens qu'on connaît qui sont venus presque parfois tous les jours manger pour nous soutenir, même pendant le Covid, était étonnant. C'est là où on sent l'amour, en fait. On a fait partager. C'était merveilleux. Franchement, c'était incroyable. Une aventure humaine assez incroyable. C'est sûr qu'il y a l'avant et l'après, et finalement, d'avoir vécu tout ça, nous, en coulisses, ça a été difficile, bien sûr, mais il en reste quelque chose d'humain, en fait, et de toute cette analyse aussi sur l'être humain. Très intéressant. Il y a peut-être un message à passer à ceux qui aussi se sont enfermés pendant cette période-là, parce qu'il y a ceux qui sont sortis et qui ont eu besoin d'avoir des contacts, et puis ceux qui ont eu peur et qui profitent encore de cette
ce calme qu'ils ont retrouvé et qu'ils ont pu connecter. Donc, on peut leur passer un message, de les inviter juste à venir, et ils ne sont pas obligés d'être beaux, brillants, ou juste d'être là et de renouer un petit peu, et peut-être de demander ce dont ils ont besoin, voilà, et de ne pas trop les forcer en disant que c'est obligatoirement non, pas du tout. Des moments de partage avec les autres, des effusions de quoi que ce soit. Non, c'est juste la vie. C'est juste la vie et tous ces paradoxes, finalement. Alors, je voulais, parce que je suis une ancienne prof de français, celle-là, c'est une question que je ne vous ai pas posée en off. Donc, on va voir si ça réfléchit ou si ça ne réfléchit pas. Donc, je vous cite un passage de Proust, évidemment, dont vous pouvez imaginer ma question. Mais, quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seul, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et vous, quelle est votre Madeleine de Proust ? Je la pose jamais avant cette question. Alors moi, c'est les rognons au Porto de ma mère. J'adore. Ah ouais. En fait, quand j'étais gamin, en fait, j'adorais les rognons. Les rognons au Porto. Et rien que maintenant, quand je rentre lui rendre visite, elle me dit qu'est-ce que je te fais à manger ? Maman. Parce que moi, en fait, j'aime bien cuisiner les rognons, mais ça m'ennuie un peu de les faire. Donc à la rigueur, de toute façon, même si je les refais, mais si elle me donne la recette, ça n'aura pas le même goût. Donc tu me fais des rognons au Porto. Donc en fait, quand je rentre chez elle et je sens l'odeur, je suis de retour à la maison. Comment s'appelle maman ? Marie-France. Bonjour Marie-France. Bonjour maman. Moi, dans ma quête dans le club de dégustation, j'ai toujours essayé de trouver ou de chercher ou de me dire qu'il y avait un accord parfait. Et j'ai eu l'occasion de le vivre 2 fois dans ma vie. Et donc, c'est 2 orgasmes au-delà de l'orgasme tel que je pouvais l'imaginer. La première fois, c'était avec un Montagne Saint-Émilion et une tarte fine aux champignons. Et c'était un moment hors du temps et c'était incroyable. Et le silence s'est imposé. Et juste le goût est venu et c'est magique en fait. On touche les anges. Et la deuxième, c'était avec un bout de fromage, un comté salé avec une baguette d'un boulanger du quartier du 18e qui s'appelle Delmontel, qui est extraordinaire, et un gigondas. Et là, c'était pareil. Et donc, l'expérience était tellement belle qu'il suffisait de prendre une miette de pain, un petit bout de fromage et une toute petite gorgée, et on avait l'assemblage parfait de 3 éléments. Mais c'est pas que 3 éléments, puisque si après on remonte sur toute l'histoire de la production de ces produits. Et ça, c'est ce que j'essaye de chercher, de retrouver. Voilà, et tout simplement, et ça arrive quand on s'y attend le moins, et je trouve ça génial. Alors moi, j'ai un faible pour les riz de veau, voilà, pour les. Je rejoins un peu Jean pour les abats. Ouais. On n'est pas Jean pour rien. Voilà, c'est ça. Et j'avoue que j'ai en mémoire un riz de veau au restaurant chez Chavy. C'était la première fois que j'en mangeais un entier. Je mangeais dans des coquilles, dans des voiles au vent, des choses comme ça, mais jamais entier, rôti comme ça, il y a de nombreuses années, et il me reste gravé en mémoire encore aujourd'hui. Et voilà. Et d'ailleurs, en général, quand il y a du riz, voilà, sur la carte, je craque en général pour ce genre de choses. Juste bien croustillant tout autour. Voilà. C'est magnifique. Et Ouais, alors, accompagné de quel vin ? Puisque messieurs, ils ont tous mis du. Alors, je ne me souviens pas du vin parce que j'ai craqué, mais je mettrais un mercurel là-dessus. Ça me paraît bien. Jean qui rit de veau et Jean rognon. Non, je taquine parce que du coup, effectivement, mon souvenir à moi est aussi relié à un vin. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très drôle. En fait, c'est à Vérone, ils ont une spécialité dont je me souviendrai toute ma vie, c'est un risotto alla marrone. La marrone de la Valpolicella, c'est un vin
qui est un grand vin du nord de l'Italie, qui est un vin presque madérisé en fait. Quand on le boit, on a presque l'impression d'avoir un digestif. Il a un côté très fort, qu'on prend d'ailleurs, que moi je recommande souvent avec du gorgonzola parce que ça fonctionne bien en face. Et le risotto alla marrone de Vérone est un riz qui est cuit dans ce vin, qui est un grand vin italien. Et c'est vrai que c'était un souvenir assez incroyable, quelque chose que aujourd'hui je propose rarement. En fait, je propose sur demande si les clients le veulent. Je le saurai la prochaine fois. Je n'ose même pas regarder. Voilà, c'est ça. La prochaine fois, tu me proposes d'office. mais c'est vrai que je voyais le clin d'œil. C'est drôle parce que on n'est pas du coup des gens du métier de la bouche pour rien. Mais chaque souvenir allait avec un vin, alors que la Madeleine de Proust, elle peut revenir à l'enfance en fait. En vrai. Bien sûr. Donc c'était assez rigolo. Mais c'est vrai que c'est pas un abat. Je suis désolée. Mais il y a quand même le vin. Mais il y a le vin. Alors, merci beaucoup pour ces petites confidences. On va passer au jeu. Alors, dans ce sac, vous avez des questions. Et là, ils se disent, mais elle nous a pas prévenus. Non, c'est pas un Trivial Poursuite, ne vous inquiétez pas. Donc, allez, Jean-Charles, tu commences. Alors, éclair ou tartelette? Eh bien, ce sera tartelette et de préférence au citron. Ok. Langoustine ou gambas? Gambas. Gambas, oui. De façon un peu exotique, un peu... Ouais. Avec du gingembre, avec voilà, un peu à l'asiatique. Exactement, ouais, qui fait voyager, qui font voyager. Béarnaise ou mayonnaise? Béarnaise, avec une bonne côte de bœuf. Entrecôte ou bavette? Ah bah tiens. Ah là. Ah, c'est difficile, hein. Ouais. Là, je prends les deux. Ok. Avec une béarnaise. Et pourquoi pas. Et des frites au gras de bœuf. Exactement. Bec salé ou bec sucré? Bec salé, ouais. Okay. Mais je sais craquer aussi. Hein. Sur une tarte de citron. Ouais, notamment. Ouais. Mais quand même, je pense que ce sera plus le sucré. Je me passerai moins de salé que de sucré. D'accord. Ouais. Ok. Merci Jean-Charles. Muriel? Olive verte ou olive noire? Olive noire. Décidément, les Chinos, sud de l'Italie. Bordelais, Bourgogne ou Alsace? Eh ben, un petit Gewürz vendange tardive. Franchement. Donc Alsace? Plutôt Alsace, ouais. Citron vert ou citron jaune? Les deux, mon général. J'aime bien les deux. Bien choisi. Pomme ou poire? Poire et gorgonzola. En Italie, on dit ne dis pas à ton ennemi comme c'est bon le fromage avec les poires. Alors, on fait, et donc, notre recette de la semaine, c'est un panzerotti, poire gorgonzola cette semaine. Chocolat blanc ou chocolat noir? Et alors, je rejoins mon voisin. Aucun des deux, je n'aime pas le chocolat. J'ose même pas le dire. Et je suis très peu... pareil, je me laisse tenter, mais clairement peu sucré. Donc, aucun des deux. Alors, à moi. Donc, cuisine asiatique ou méditerranéenne. En plus, moi, j'ai ma conjointe qui est italienne, donc forcément, voilà. Non, c'est vraiment cuisine. Même si j'adore la cuisine asiatique, mais s'il faut choisir entre les deux, voilà, cuisine méditerranéenne. Amaretto ou Grand Marnier, avec des crêpes. J'adore. Cèpe ou Maury, cèpe. Les cèpes sous toutes ses formes. J'adore les cèpes. Là, il y a pas. Tu sais, toi qui es un peu barré, j'ai goûté une fois un dessert à base de cèpes. Cèpes et chocolat. Ouais, mais j'avais fait dernièrement un dessert aux champignons avec une crème infusée. C'était champignons café Bourbon. Mais truffe et chocolat aussi, c'est truffe très et chocolat. très Ouais. Ça fonctionne bien. Houmous ou guacamole? Houmous, parce que ça me rappelle quand je voyage en Méditerranée, ça me rappelle des grands moments. L'houmous. Céleri ou chou-fleur? Je dirais chou-fleur. Déjà parce que personnellement, je préfère. Et puis chou-fleur, Saint-Omer, tout ça, Hauts-de-France, encore et toujours. Voilà, je suis un Bon, il y a un chou-fleur de Bretagne aussi. Oui, je sais, mais voilà, on en a. Je suis un peu poil à gratter. Oui, voilà, mais c'est très bien. Non, mais... Franck? Terrine ou rillette? Rillette, alors des rillettes avec des morceaux de viande, que ça soit du porc, de l'oie, du canard, les rillettes sous toutes ses formes, le matin au petit déjeuner avec un chocolat chaud. Mais je te suis. C'est vraiment... Et juste la petite dose de gras qui va bien. Tiens, juste une anecdote comme ça. On veut l'anecdote, Franck. On est avec mon ami Laurent, on vient de faire 3 semaines de mer, on est parti de la France et on arrive au Portugal et on débarque au Portugal. On a très peu d'argent, on est étudiant, on fait un convoiement de bateau
le temps qu'on avait accordé, là, 3 semaines, et on remonte après, on décide de remonter en stop du Portugal jusqu'à la France et on s'arrête dans une ville. Donc on avait très peu d'argent, on a acheté une carte, des biscuits secs avec du lait. Il nous restait un petit peu d'argent pour pouvoir faire notre pitance de midi. On va dans une boucherie et on achète un pot de rillettes extraordinaire avec un morceau de pain et on va le manger sur le bord d'une église. Et quand on commence à enlever la première couche de gras, on s'aperçoit qu'en fait c'était un pot de Sindou. Donc voilà. Que du gras. Sur les rillettes, c'était terrible. Après, il aurait fallu le travailler un peu, le Sindou, mais le Sindou sur la tartine, ça va aussi. Oui, mais c'est un petit peu plus. La surprise, elle est. C'est hostile. Mais quand on rêve Mais quand on rêve de rillettes, ouais, on est un peu déçu. Ouais. On se dit, ah, tiens, un peu déçu. Tiens, ça manque un peu de viande. Ouais. Voilà. Du coup, gourmet et gourmand, ou gourmand, je réponds pas. Fraise ou framboise? Alors, la fraise, quand elle est De saison. quand elle est bonne, je crois qu'il n'y a pas un fruit à part la poire qui peut vraiment. Non, la vraie fraise. La fraise, c'est vraiment quelque chose et c'est vraiment quelque chose. J'ai fait la confiture de fraise qui est très très belle. Zester ou mandoline? Zester pour la cuisine, mandoline pour la musique. Moi, ça me va bien. Paris-Brest ou Saint-Honoré? Paris-Toulouse. À Toulouse, on fait des Paris-Toulouse à la violette. Ah oui, mais c'est quoi du coup? Et c'est un Même concept? C'est le même concept avec de la violette, avec une crème à la violette. Sympa. C'est au marché des Carmes que l'on peut le trouver. Voilà, c'est violet. C'est magnifique, c'est super bon, on s'en lèche les doigts. Et puis c'est un clin d'œil à ma ville d'origine et à ma ville d'adoption. Super. Merci beaucoup. J'ai une avant-dernière question. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? Du vin blanc et une bouteille de champagne. D'accord, j'ai pas forcément dit Il y a toujours. comestible, enfin voilà, mangeable. Ça peut être buvable. Ok, très bien. Très bien, on se nourrit de champagne aussi. Toujours, on ne sait jamais. De l'huile d'olive, mais il n'est pas au réfrigérateur. Il y a de l'huile surtout. Ah non, moi c'est réfrigérateur. Du gorgonzola. Je suis en train de scanner mon réfrigérateur. Ouais. Du fromage, essentiellement, moi aussi. Ouais, Gorgonzola, parmesan, tout type de fromage. Mais mon invitée, la dernière fois, elle a dit qu'il y avait toujours de la mozzarella. Ça aussi, il y a de la saison, il faut lui dire. Oui. Dis-le nous, justement. Il y a de la saison. C'est quoi la saison? En fonction des bufflons, en fonction des vaches? C'est censé être du lait d'été. Il était censé y avoir la mozzarella d'été. Et l'hiver, théoriquement, il ne devrait pas tellement y en avoir, en fait. C'est comme tout type de fromage, en fait. Ça se produit pendant les saisons. Il y a une saisonnalité. Oui, bien sûr. Merci de cette rectification. Voilà. Donc, Jean-Charles, fromage? Fromage, oui. Fromage et salade. Voilà. Fromage et salade, ok. Oui. Et Jean, après le scan? Un camembert et une bouteille de bière. Ah oui, la bière, bien sûr. J'adore. Alors, donc, finalement, j'ai encore 2 questions qui sont importantes. Est-ce que vous pouvez juste compléter cette phrase? Pour moi, cuisiner, c'est partager. Donner de l'amour. S'amuser. Faire plaisir. J'adore. Et pour terminer, Et pour toi? pour moi, donner de l'amour. Transmettre de soi, s'exprimer. Après, ça peut être plein de choses, mais je vous rejoins complètement sur ces définitions. Forcément, mon entreprise s'appelle Communique Passion, mon livre s'appelle Mes recettes passion, mon podcast s'appelle Passion sans modération. Quel est le dénominateur commun? La passion. Quelle est votre définition de la passion? Et oui, ça c'est ma question phare de fin d'épisode. Le feu de la vie. Après, ça peut être une phrase, voilà, vous pouvez... le feu de la vie, j'adore. C'est une chose pour laquelle on ne compte pas son temps, on ne compte pas son humeur. On a une générosité, je dirais, sans limite, et qui se répète, Très beau. Qui se continue. S'oublier. Par rapport à quoi? C'est s'oublier dans l'inspiration, c'est être connecté hors du temps. Et j'aime ce flow. J'aime toucher le flow, d'être dans la passion. Et aujourd'hui, j'ai plus le temps d'écrire et ça me manque vraiment, vraiment. Et je le sens. Et je sens que je suis appelé. Donc tu vas répondre à cet appel. J'y vais de ce pas. Bien sûr. C'est ce qui nous fait vibrer, qui nous donne le sourire en se levant le matin et qui nous donne le sourire en se couchant le soir. Merci beaucoup.
Alors, ce fut aujourd'hui un énième épisode rempli de confidences chaleureuses. Beaucoup de générosité, beaucoup de sensibilité. Cuisiner et déguster sont assurément les 2 vecteurs du bonheur, simple et véritable. Merci de vous être attablés à mes côtés. Restons gourmands, sans complexe. Merci infiniment, Muriel. Merci Virginie. Merci Jean-Charles. Merci Virginie. Merci Franck. Merci à tous. Merci Jean. Merci Virginie. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau podcast. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez-moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!